Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des Hors Sentiers Let's Try Podcast. Bienvenue dans ce nouveau numéro, je suis très heureux de vous retrouver, trailers et trailers, pour un nouveau hors sentier. Vous savez, le format hors sentier, c'est très simple. Je fais appel à des précédents invités. On parle un petit peu de l'actualité qui s'est écoulée pour eux depuis leur premier enregistrement. Et puis on aborde un sujet plus général sous le thème de la discussion lié au trail. Et aujourd'hui, j'ai décidé de recontacter Lisa Louvio, alias anciennement Lily Running ou aujourd'hui Lily Slowly sur les réseaux sociaux. Et elle avait été une des premières invitées que j'avais eues en direct, enfin en physique. Et de nouveau, je l'ai reçue à Marseille. Et vous allez l'entendre, elle nous parle de son actualité, de son nouveau déménagement, elle a changé de région. Et puis on va rentrer dans le détail de quelques problématiques de santé qu'elle a rencontrées. Et nous allons évoquer notamment le syndrome REDES, dont on avait parlé dans un précédent épisode avec Élise Delannoy. Et elle va nous évoquer toutes ces problématiques et de manière très transparente, et je pense que ça fera réfléchir et avancer le sujet qui est très présent dans le milieu de l'endurance. Et elle a souhaité communiquer de manière très transparente sur ces sujets. Vous pouvez également retrouver son témoignage sur le podcast de Bertrand Soulier, Kilomètre 42. Donc voilà, allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Je vous laisse profiter de ma conversation avec Lisa Louvio. Salut Lisa, comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Ça va. Alors, pour la petite anecdote, on est exactement ou presque à quelques mètres près au même endroit que lorsqu'on avait enregistré le premier épisode, et donc je te remercie de me rejoindre de nouveau. Avec grand plaisir. Écoute, je suis venue en courant là, c'était sympa. Oui, parce que tu es de retour sur Marseille. Alors pour une petite semaine, oui, là je suis de retour en vacances à Marseille, mais c'est vrai qu'à l'époque où on avait enregistré, je vivais ici. Parce que je suis marseillaise, mais là depuis l'année dernière, je me suis installée sur Gap, dans les Hautes-Alpes. Et oui, parce que ça fait plus de 2 ans, plus de 3 ans même qu'on a enregistré. Bientôt 3 ans. Il s'en est passé des choses pour toi, pour moi. Justement, puisqu'on en parle, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé pour toi, principalement depuis qu'on a enregistré ? Alors plein de choses, mais ouais, un des trucs les plus importants, je crois que c'est mon déménagement. J'avais passé quasiment toute ma vie, à part pendant mes études. En gros, j'ai vécu 3 années en tout à l'étranger, mais sinon j'avais passé 30 ans de ma vie à Marseille. Et là, en novembre, fin octobre, début novembre dernier, j'ai décidé de partir m'installer dans les Hautes-Alpes avec mon chien Peanut. Ça, c'est aussi un autre gros changement. J'ai un chien depuis un peu plus d'1 an. Un petit beagle croisé porte-fenêtre, comme on disait tout à l'heure. Et voilà. Mais oui, gros changement du coup de lieu de vie depuis l'année dernière. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail pour quelles raisons tu as décidé de partir de la cité phocéenne que tu aimes et que tu aimais tant que tu l'as? Alors je l'aime et je l'aimerai toujours. Mais je crois qu'il était temps pour moi de voir autre chose. J'avais vraiment envie en fait depuis 2019-2020, j'arrêtais pas en fait d'aller soit chez ma sœur qui habitait à l'époque juste à côté de Gap et maintenant elle habite sur Gap comme moi, soit chez ma meilleure pote Fanny qui habite pas très loin de Chamonix. Comme je bosse à mon compte, j'avais pas mal de flexibilité et du coup je faisais pas mal la navette entre un coup chez ma pote, un coup chez ma sœur, enfin bref. Et je me suis dit à force d'aller tout le temps chez les gens en montagne et de squatter chez eux, peut-être qu'il serait temps que je m'y installe. Et voilà, je pense que la vie marseillaise, j'avais besoin de voir autre chose, de changer d'air, et j'ai choisi Gap du coup un peu pour ça quand même, parce que ça reste proche de Marseille. T'es à 3 heures de train et 1h45 de voiture. Ça a même pas 200 km. Ça reste le sud quand même, hein. Faut dire qu'on a une belle météo là-bas. Quand il fait beau ici, il fait beau là-bas. Il fait juste un petit peu plus frais. Il y a des plus gros écarts de température, on va dire, entre jour et nuit, mais ça reste les Alpes du Sud, pas très loin d'ici. J'ai des repères quand même parce que ma sœur vit là-bas. Et puis c'est très sportif, on disait tout à l'heure. Et puis c'est très sportif, voilà. C'est une super ville. Ouais. Il y a de tout. Il y a de quoi faire. Il y a tout, et il y a la belle météo des Alpes du Sud que t'as pas dans des... Enfin, par exemple, je trouve très beau, c'est magnifique la Haute-Savoie, mais pour y avoir été à plusieurs périodes de l'année,
c'est un peu rude des fois en termes de météo. Quand tu es habitué à 300 jours de soleil à Marseille, c'est ça, voilà. par an, j'ai voulu éviter un trop grand choc, donc je me suis dit les Alpes du Sud, et puis c'est un département que je connais super bien. Hein. Depuis gamine, j'allais très souvent aux Ors, au-dessus d'Embrun. Je connais très bien les Ors. Ouais, c'est des super coins, ça. Ce sont des super coins. Qu'est-ce qui t'a attiré le plus, si ce n'est le besoin de changer d'air? C'est pourquoi Gap principalement? Alors, comme je t'expliquais, par la facilité, vu que c'est pas très loin de Marseille, ça a été quand même dur pour moi, bizarre de quitter Marseille. Donc je me suis dit, ça reste pas trop loin et je peux facilement rentrer. Le fait que ma sœur vive là-bas aussi, c'était chouette. Je me disais je garde quand même un repère familial. Et c'est un coin que je connaissais, que j'aimais bien, et pour pas non plus faire un trop grand choc d'un coup, parce que moi après il y a des coins bien plus paumés que j'adore. J'adore le Champsaur, j'adore le Queyras, mais je me suis dit on va peut-être pas passer à cette étape-là tout de suite, sans connaître trop de monde non plus dans la région. Gap, ça reste, c'est le chef-lieu des Hautes-Alpes, ça reste la grande ville du coin, on va dire. Ouais, c'est une transition. Et en fait, voilà, je me suis dit que c'est une bonne transition et entre la vie marseillaise et la vie, la vie à la montagne. Ça. Quoi. Et ça reste quand même une ville où voilà, tu peux quand même tout faire à pied. Et aussi en partant à pied du centre-ville, t'as des super spots de trail, donc je trouve que c'est un beau compromis et une ville très sympa pour ça. Qu'est-ce qui te manque le plus de Marseille? T'as le droit de me dire rien. Les restos véganes et la mer. Non, je pensais que j'aurais du mal à vivre loin de la mer et au final ça se passe bien, ça va. On a le très beau lac de Serponçon juste à côté. Et c'est plus dans les sorties. Il y a quand même des bars et des choses sympas au niveau culturel, 2-3 trucs à faire à Gap. Mais c'est sûr, c'est pas aussi riche culturellement qu'à Marseille. Et effectivement, moi je suis végétalienne, je mange pas de produits animaux et c'est un peu plus compliqué là-bas dans les restos. Voilà. De trouver, t'as pas forcément le choix que t'as sur Marseille. Quoi. Non, clairement non. Puis les potes et les run and beer. J'allais te dire la communauté. Je dis ça parce qu'ils vont écouter, donc pour leur faire plaisir. On parle de Xavier, c'est ça, particulièrement. Entre autres. Qu'on salue. Ouais, donc ça te manque cette communauté marseillaise des runners et des trailers? Ouais, un petit peu. Après, ça me manque, mais au final, je suis quand même très en contact avec mes bons potes d'ici et je redescends très régulièrement. L'hiver dernier, j'étais là, 1 à 2 fois par mois, 1 ou 2 week-ends par mois. Là, j'essaie de descendre un petit peu moins souvent, mais j'étais quand même souvent là sur les 8 premiers mois. Et puis en plus, les Marseillais, de manière générale, les Provençaux, quand ils sont trailers, ils montent souvent dans les Hautes-Alpes ou dans les Alpes de Haute-Provence. Donc je pense que tu les vois régulièrement, tu dois les croiser. J'ai un peu plus bizarrement de visites là l'été qu'en hiver. En hiver, j'étais là, venez, personne venait. Là, l'été, ça attire beaucoup plus les gens bizarrement. Un autre sujet là dont on a parlé un petit peu en off juste avant, c'est ta vision du sport, ta pratique du sport a un petit peu évolué. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Il y a eu 2-3 changements ces derniers temps, un petit peu des péripéties. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Déjà, je pense depuis quelques temps, je pense que 2020 a quand même marqué un tournant pour beaucoup de monde. Mais c'est vrai que je fais vachement moins de dos, je prends beaucoup moins de dossards depuis 2020. Au début, c'était un peu subi entre guillemets, même si je l'ai pas mal vécu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal pendant une grosse année, même l'été 2021, il y a eu très peu de courses. Il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal avec ça. Moi, je sais que je l'ai pas mal vécu, ça m'allait très bien comme ça. Et c'est vrai que depuis, j'ai pris assez peu de dossards et j'en prends 2-3 dans l'année pour des grosses courses qui me font vraiment envie. Mais oui, tu parlais des péripéties, je pense que tu faisais référence à récemment, j'ai eu un gros coup de fatigue, une grosse remise en question sur ma pratique. En fait, j'ai participé à un ultra début juin, sur lequel ça a été une belle galère. J'ai failli abandonner. Lozère, c'est ça, l'ultra Lozère? L'ultra Lozère, encore avec ce fameux Xavier dont on parle tout le temps. C'était un trail en duo sur 2 jours. Il y avait 55 le premier et 50 le deuxième, quelque chose comme ça. Je me rappelle jamais des chiffres. Et en fait, je pense être l'abandon le plus rapide de l'histoire de la course, parce que j'ai failli abandonner au bout de 4 km le premier jour. Ah bon? Ouais, j'en ai parti, ça partait direct sur une grosse montée. Et je me suis tout de suite sentie super mal. J'ai eu des nausées, la tête qui a tourné. J'étais obligée de m'asseoir sur un caillou au bout de 3 km et à pas savoir quoi faire. Et
comme c'était en duo, je me sentais, on avait quand même fait un bon bout de route pour aller là-bas. Et je me sentais pas d'abandonner. Puis enfin bon, bref, j'ai eu la tête dure, j'ai voulu continuer. Je me suis dit je vais jusqu'au prochain ravito, on verra. Et au final, ça s'est fini comme ça. Enfin, j'ai continué, j'ai terminé la course, mais ça a pas été facile du tout. Et tu sais d'où ça venait cette problématique physique? Je sais pas si c'est de la fatigue que je cumulais d'avant et là mon corps m'a dit un gros stop ou la pression que tu t'étais mise pour cette ultra, non, pas particulièrement. Non, je m'étais pas du tout mis de pression, on le faisait à deux. Ouais. Honnêtement, j'avais pas d'objectif particulier ni de pression. J'étais contente d'être là. Le petit déj que j'avais pris ce matin-là était peut-être un peu trop chargé. Alors je sais pas si c'est ça ou un mélange de ça et de mon corps en fait qui a voulu me dire stop là. Je vais peut-être un petit peu trop demander et je pense que c'est un peu un signal d'alerte que j'ai pas trop écouté du coup parce que j'ai voulu aller au bout de la course. Derrière j'ai pris une semaine de repos, puis j'ai voulu reprendre comme si de rien n'était et là mon corps m'a vraiment dit stop. Ça s'est manifesté comment? Plus de sang, plus de lumière. J'ai repris une semaine normale d'entraînement, mais j'ai pris une semaine de repos. La semaine suivante, j'ai regardé l'autre jour mes stats, j'ai refait direct 80 bornes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et la semaine d'après encore, en fait, j'ai commencé à aller courir. Parti sur une séance. Et au bout de 2-3 kilomètres, je sais pas, je me suis dit, mais je suis fatiguée, j'ai pas envie, non, stop. Et j'ai décidé de prendre au moins une dizaine de jours de repos. Et ouais, je crois que j'ai fait 2-3 semaines sans courir. Tu penses que t'étais allé chercher loin dans le mental et dans le... Ouais. T'es allé puiser loin dans l'ultra Lozère? Ouais, sur la course, je suis allée puiser très loin. Et je pense que depuis un petit moment, ouais, j'avais de la fatigue. Et je me suis dit, c'est le moment de tout remettre un petit peu à plat. Et j'en ai profité. Et honnêtement, ça m'a fait le plus grand bien. Tu es revenu après cette période, du coup t'as pas fait de sport du tout pendant... Ouais, je dis pas de sport du tout, mais au final j'ai un chien, donc je passe quand même tous les jours au moins 1 heure par jour à promener. Et j'ai fait quelques jolis randos, j'en ai profité pour faire des randos dans mon coin, j'ai fait plusieurs... sur 3 semaines, chaque semaine je faisais quand même une rando avec où je montais à 3000, donc c'était... Ouais. Je me faisais une journée de rando au moins dans la semaine, mais pas de course du tout. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas C'était lié au fait de courir ce trop plein ou c'était courir et ouais non le sport en général, la fatigue. Après oui effectivement quand tu pars faire une rando toute la journée c'était assez sportif aussi, mais voilà je faisais ça une fois dans la semaine et les autres jours je me reposais donc. Ouais, t'as bien profité de ton coin là-bas. J'ai vu t'as fait pas mal de belles randos, j'imagine que tu t'es éclaté là. Ouais, et je continue de découvrir chaque jour, hein. C'est vraiment génial comme coin, je connaissais déjà un petit peu, mais là, chaque jour, j'explore un petit peu plus et c'est génial, ouais. On disait aussi juste avant l'enregistrement que t'avais écouté quelques-uns des épisodes que j'ai fait et tous. Ouais, tous, c'est vrai, tous, ouais, c'est gentil. C'est gentil. Et dans lesquels on parlait à plusieurs reprises du syndrome qu'on appelle le syndrome REDES ou du triade de la sportive féminine qui est pas forcément justement nommé puisqu'il est applicable aussi aux hommes. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là? Tu disais que tu avais subi un petit peu ce syndrome. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Je pense. Alors j'ai pas eu de diagnostic officiel posé par un médecin, mais il y a beaucoup d'indices. Alors si on reprend le truc à la base, en fait moi ça fait un moment que j'étais en aménorrhée. Donc l'aménorrhée c'est l'absence de cycle menstruel. Donc dit plus simplement, j'avais pas mes règles depuis un moment en fait, depuis 2019, donc 3 ans déjà. Et en fait à l'époque un gynéco m'avait dit j'en avais parlé et le gynéco m'avait dit non mais il y a pas de problème, vous faites beaucoup de sport, est-ce que ça l'avait pas du tout alarmé, il m'a dit c'est très fréquent chez les sportifs d'endurance. Il n'y a pas de quoi s'affoler si vous voulez pas spécifiquement avoir d'enfants là tout de suite et autres. Voilà. Et dans le fond, je pense que je savais que c'était un peu une connerie ce qu'il me disait, mais ça m'arrangeait bien de faire l'autruche et de me dire ok, non c'est que voilà, c'est juste parce que je fais un gros volume et c'est fréquent, donc voilà. C'est un gynéco qui était ou une gynéco qui était aguerrie au sport ou pas du tout? Alors non, je l'avais vu pour tout autre truc. Alors, c'était censé être un très bon gynéco qui est chirurgien, qui est assez connu sur Marseille, que j'avais vu pour une petite opération. Bref.
Mais par contre, pas forcément spécialisé dans le sport, effectivement. Mais qui était quand même censé connaître son sujet, ouais. Toi, tu dis, quand il dit ça, tu dis, bon, ça m'arrange, moi, ça me permet de continuer à faire du sport comme je le fais. Ça m'arrange, je veux pas avoir ces règles, c'est quand même pratique. Ouais. Et de se dire, bah non, mais il y a rien qui cloche, quoi, tout va bien, c'est fréquent. Alors, il avait raison sur le fait que c'est très fréquent. Oui, c'est fréquent. Ça, il avait totalement raison. Mais c'est peut-être pas normal. Fréquent, oui, normal, pas du tout. Et j'avoue qu'à l'époque, j'ai voulu faire l'autruche. Et ça a duré comme ça un moment. Et c'est vrai qu'en écoutant des épisodes de podcast, entre autres les tiens, avec certaines de tes invités qui évoquent le sujet, soit parce qu'elles ont été concernées, comme tu disais, comme avec Élise Delannoy, ou soit parce qu'elles sont médecins et qu'elles alertent sur le sujet. Et ça, c'est bien. Je trouve que les femmes, qu'elles soient médecins ou qu'elles soient concernées, ou tout simplement parce qu'elles sont femmes, en parlent de plus en plus. Et ça, c'est chouette. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu forcé à sortir de ma petite bulle, à arrêter de faire l'autruche sur ce sujet-là. Et j'ai eu envie de m'y pencher un petit peu plus. Alors, quand tu t'y penches sur le sujet, tu comprends quoi plus précisément? Tu comprends que ça vient d'où? Tu arrives à cibler les problématiques qui engendrent ce type de syndrome? REDS, donc si on traduit, c'est déficit énergétique relatif dans le sport. Donc voilà, déficit énergétique, on a tout dit. Enfin, je me suis penchée un petit peu plus sur ma nutrition, et ça m'a fait un peu bizarre de l'admettre, parce que au final je suis végétalienne, et donc je fais quand même vachement attention à ce que je mange, dans le sens où je fais attention à d'avoir suffisamment d'apports pour avoir les bons apports pour pas faire de conneries avec ma nutrition. Et je me perds là dans ce que je voulais dire. Ouais, tu as quelques pistes de réflexion par rapport à ça. Oui, c'est ça. J'avais l'impression de plutôt bien faire, tu vois, de faire attention à ma façon de m'alimenter. J'avais l'impression de manger suffisamment. Et mes points de référence, c'était pas les bons. Parce qu'effectivement, je mangeais bien et plus qu'une personne sédentaire. Et du coup, j'avais l'impression que c'était suffisant. Mais en fait, j'ai fait le point avec une nutritionniste. Ouais. Et je réalisais pas à quel point, en courant autant que je le faisais, à quel point je cramais de calories en une journée, quoi. Et vu que je comptais pas spécifiquement les calories, même si je mangeais bien, c'était pas suffisant. Et c'est dur de couvrir ses apports quand t'es à facile, même si c'est pas à haute intensité, mais quand tu passes 2 heures dehors dans la journée à crapahuter, au final, tu brûles beaucoup de calories. Et je me rendais pas compte de mon besoin, je pense. Ça se retranscrivait au niveau de la perte de poids ou pas spécialement? Non, pas spécialement. En plus, j'ai toujours été relativement fine et du coup, je perdais pas spécifiquement de poids. Et je me sentais pas, j'avais pas faim. Je mangeais à ma faim, même. Parfois, je savais que j'avais quand même d'assez forts besoins, donc je mangeais même, je chargeais un peu, mais c'était au final pas forcément suffisant. Donc j'ai vu ça avec une nutritionniste depuis j'ai commencé à voir ça avec le mois d'avril et à vraiment mettre des choses en place depuis le mois de mai. Et effectivement, il y a eu des petits changements et surtout une augmentation de certaines rations, quoi. Mais justement, alors tu parles d'un déficit calorique, c'est souvent ça la problématique, c'est lié principalement à ça. Mais il y a aussi des problématiques d'apport en minéraux, en vitamines. Il y a eu avec cette nutritionniste un début de piste de ce que tu faisais peut-être mal, même si tu faisais attention à tout ça? C'était plus une question de quantité, mais il n'y avait pas forcément vraiment plus ça. Parce qu'au final, je mange assez varié. Tu manges beaucoup de légumes, de fruits. De tout, voilà. Il y a juste, je me supplémente peu, parce que il y a juste la B12 qu'il faut prendre quand tu es végétalien, où tu peux vraiment pas la trouver dans les autres aliments, dans les groupes d'aliments que tu consommes. Mais pour le reste, non, ça allait. Mon alimentation était pas trop mal. C'était un problème de calories, à proprement parler. C'était plus un problème d'apport à proprement parler. Ouais. Du coup, tu as su, vous avez déterminé qu'il manquait à peu près combien par jour? C'était vraiment important. Non, mais ça se jouait peut-être pas, à peut-être 300, 400 calories près. Ça semble pas énorme, mais au final, c'est ce qui peut faire la différence. Donc, on a augmenté les portions on a introduit un goûter. Ça a été la révolution dans ma vie, mais il suffit d'un goûter des fois, pour ajouter ces calories-là. Après, il y a des trucs qui m'ont semblé un peu contre-intuitifs. Par exemple, on a viré le dessert un peu. J'avais tendance des fois à faire un gros dessert, mais du coup, elle pensait que j'assimilais pas forcément bien tous mes repas, parce que des fois, je surchargeais mon estomac. Là, on a un peu plus réparti mes apports sur la journée, tout en augmentant un peu les apports caloriques. Bon, bref.
C'est difficile de rentrer dans le détail et je peux pas donner vraiment de conseils dans le sens où on est tous différents. Bien sûr. Mais vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler avec une nutritionniste, alors que voilà, j'avais l'impression de comprendre à peu près le sujet et elle m'a rassurée. Ce que je faisais, c'était pas n'importe quoi, mais c'était plus sur les quantités, voilà. Et quelles ont été les premières conséquences de cette augmentation? J'ai grossi. Tu dis ça avec le sourire. Parce que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Ouais, j'ai quand même pris au début 2-3 kilos et là, ça continue. Je crois que je suis à 4-5. Mais oui, je le dis avec le sourire, parce qu'au final, alors je pense que ça a aussi été cette pause sportive qui m'a aidée, mais j'ai retrouvé mes règles. Donc et je pensais pas que ça reviendrait aussi vite, parce qu'au final, j'ai passé 2-3 ans sans les avoir, et là vraiment depuis le mois de mai, j'ai changé des choses. Et en juillet, je les ai eues, donc en fait en 3 mois, ça c'est donc oui, c'est positif. Après, c'est jamais évident de voir son corps changer, etc. Je pense que j'avais fait aussi un post sur le sujet. Je l'ai vu, ouais. Très intéressant d'ailleurs. Ouais, parce que c'est un truc où c'est pas forcément facile d'assumer qu'on n'est pas 100% à l'aise avec soi-même, surtout quand objectivement il y a pas... Je le sais que je suis pas grosse ou que j'ai pas de... T'étais pas à l'aise avec le fait que t'étais mince, voire très mince? Non, pas à l'aise avec le fait que je suis pas forcément à l'aise avec mon corps, en fait. D'accord. Ouais. Et le fait de le dire, en fait, de dire, ouais, voilà, c'est plus ça, c'est de parler publiquement et de dire que je suis pas forcément 100% apaisée sur ce sujet-là. Je trouve que c'était pas évident de prendre la parole là-dessus, mais ça m'a fait du bien. Je pense que ça a aussi contribué, tu vois, le fait de dire les choses, de les verbaliser, que ce soit publiquement ou en off, aussi avec des amis, des professionnels de santé, ça m'a aidé. Parce que je pense qu'il y a quand même une part psychologique à toutes ces choses-là, une grande part psychologique. Aussi. C'est un des rares sujets, à chaque fois que je l'évoque un petit peu sur les posts ou même lors des épisodes, où j'ai quand même beaucoup de retours, principalement de femmes mais aussi d'hommes, on en parlait. C'est vraiment un sujet qui touche beaucoup de gens, j'ai l'impression. Ouais. Toi, t'as eu beaucoup de retours sur ces sujets-là? J'ai eu un nombre, je savais que ça ferait réagir et qu'il y aurait des réactions, mais je pensais pas autant. Ouais, j'ai eu un nombre de commentaires, mais surtout de messages en privé. Un nombre de femmes concernées par la question énorme. Ou même d'hommes concernés de près ou de loin. Alors soit d'hommes qui se sentaient concernés parce qu'un membre de leur famille, une proche était concerné, soit même par rapport au REDS qui m'ont dit mais je me reconnais un peu dans les symptômes. C'est beaucoup plus difficile à diagnostiquer chez les hommes parce que c'est vrai que chez les femmes l'aménorrhée c'est un symptôme assez parlant. Après, il y a des choses, ça peut aller beaucoup plus loin, ça va jusqu'à des fractures de fatigue. Et c'est vrai que chez les hommes, des fois, on s'en rend pas compte avant d'en arriver là, quoi. Mais j'ai aussi des retours d'hommes, ouais. Au niveau sportif, du coup, alors cette période où tu as rééquilibré ton alimentation au niveau des apports caloriques, du coup, tu as senti les bienfaits au niveau sportif ou pas du tout? Tu te sentais avec plus d'énergie Alors, on a aussi revu, c'est bizarre au niveau des ravitaillements. Je sais pas pourquoi je me ravitaille bien en course, mais à l'entraînement, j'étais un petit peu... Alors que je fais bien pendant les courses et à l'entraînement, des fois, j'étais capable de partir courir 3 heures sans rien bouffer, et en buvant vaguement un peu d'eau, tu vois. Et ça, de me ravitailler pendant l'effort, j'ai senti que ça faisait une différence sur les sorties un peu longues, ouais. Après, de façon générale, je me sentais pas trop mal, mais j'ai pas senti non plus un truc révolutionnaire, quoi, à l'entraînement. Mais ouais, globalement, j'ai pris du poids et ça a fait du bien à mon corps. Donc, Bon, très bien. Donc du coup, même psychologiquement, j'imagine que tu te sens mieux. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, comme petit signe par rapport à ton expérience pour toutes les autres femmes ou voire les hommes qui se posent des questions sur ce sujet-là? Ne pas hésiter à bien s'entourer, à consulter soit un médecin du sport compétent sur le sujet. Je pense qu'ils sont pas nombreux. Malheureusement sur ce sujet-là. C'est le problème, c'est aussi, en fait, c'est ce qui m'a le plus choqué dans les retours que j'ai eus, c'est que là, moi, l'expérience que j'ai eue du gynéco qui m'avait absolument mal renseigné, je pensais être un peu un cas isolé entre guillemets, et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens, des femmes qui m'ont écrit, me disaient mais en fait, je sais pas quoi faire parce que on me prend pas au sérieux, les médecins prennent pas la question au sérieux, sont là, soit ils leur disent c'est parce que vous faites trop de sport, faire moins de sport, soit ils disent c'est pas grave, enfin voilà, c'est vrai qu'il y a peu
Et sur ça, malheureusement, j'ai pas une petite liste magique des médecins qui connaissent bien le sujet. Mais voilà, l'idéal, c'est de réussir à trouver des professionnels de santé, que ce soit nutritionnistes, médecins du sport, ou éventuellement gynécologues qui connaissent bien ce sujet-là. Mais ouais, c'est pas si évident que ça de trouver les bonnes personnes. En tout cas, en parler. Et oser confronter le sujet. Ouais. Je lance un appel à tous les auditeurs, si certains ou certaines connaissent des spécialistes de ce sujet-là et qui les ont aidés, n'hésitez pas à me contacter leurs coordonnées, je mettrai les coordonnées en lien de l'épisode. Merci pour ton partage d'expérience. Du coup, ton rapport à l'alimentation aujourd'hui, il est beaucoup plus calculé, beaucoup plus comment tu le considérerais? Non, alors dans les premiers temps, quand effectivement j'ai fait un espèce de plan avec la nutritionniste, alors après elle m'avait pas calculé tous mes repas, mais il y avait fallait que je prenne une portion de X grammes de féculents, X grammes de protéines, plus ou moins à la louche. Hein. Et donc dans les premiers temps, effectivement, je me suis retrouvée à devoir peser un peu ce que je mangeais pour être sûre d'avoir suffisamment dans l'assiette. Mais après tu prends l'habitude. Ouais, c'est ça, tu prends le pli. Et là aujourd'hui, je calcule pas du tout ça, quoi. Et j'ai en idée dans les grandes lignes ce que je dois manger, ce qui est suffisant. Et après, je fais pas à chaque repas exactement ça, quoi. J'ai mangé une pizza, c'était très bien. Et... Il faut savoir se lâcher. Ouais, oui. Et puis là, de toute façon, dans l'idée, je pense que pour guérir du RED-S et régler les problèmes d'aménorrhée de façon plus générale, de toute façon, il y a une grande part, comme on disait, qui est psychologique. Et il y a aussi une grande part, c'est le lâcher prise qui est intéressant, qui est important. Donc, si tu restes dans le calcul de tout, je pense que ça peut pas le faire. Donc c'est bien d'avoir les grandes lignes et une idée des quantités, de ce que des apports dont tu as besoin pour ton corps. Ça c'est la phase 1, mais la phase 2 et qui a été je pense aussi déterminante pour moi, c'est le lâcher prise et laisser les choses faire, mais voilà. Oui, j'ai cru comprendre d'après ton post qu'il y a eu un vrai changement à partir du moment où psychologiquement t'as lâché un peu. Ouais. Sur ce sujet-là. Ouais, mais il y a aussi sur le sujet quand même du sport. Je pense que le lâcher prise aussi dans le sport, je pense que je m'en rendais pas totalement compte, mais mon rapport au sport et au volume en fait de sport, il est pas forcément ultra sain. Je suis vachement détachée de tout ce qui est allure, etc. Mais j'ai quand même tendance à regarder dans la semaine, où j'avais, et j'ai toujours, c'est un process qui est toujours en cours, mais tendance à regarder le volume que j'avais fait dans la semaine. J'aimais bien, tu vas voir... Sur Strava, là, on a le petit truc qui résume ce qu'on a fait dans la semaine et j'aimais bien quand ça atteignait la barre des 100 km et voilà. Et c'était pas non plus, si ça atteignait pas, c'est pas grave, mais quand même, je sais que je regardais beaucoup ces chiffres-là et que là, j'essaie de vachement m'en détacher, d'en faire un peu moins et il y a des semaines où j'en fais plus, j'en fais moins, d'essayer de moins être sur ces chiffres-là. Et je pense que ça, ouais, le lâcher prise aussi dans le volume de sport, il est important aussi. Après, chaque cas est unique, hein, mais... Pour rentrer un peu plus dans le détail de ce sujet-là, tu penses que ça... On n'avait pas parlé dans le premier épisode. Tu penses que ça devient d'où cette envie que t'avais, que t'as un peu moins aujourd'hui, mais cette envie de faire du volume, de faire... C'est quoi l'image que tu renvoies, c'est la performance, c'est quoi? Non, je pense que c'est de moi à moi et que c'est un besoin. On va partir dans la séance de thérapie. Alors je pense que j'ai un besoin de contrôle et que j'ai eu plusieurs phases de ma vie et que j'ai retranscrit sur des choses différentes et que là c'était sur le volume de sport. Alors après mon besoin de contrôle, je n'ai pas encore identifié d'où il venait. Et j'aimerais bien qu'on trouve la réponse dans cet épisode, mais j'ai comme un doute. Mais ouais, je pense que j'ai un besoin d'avoir le contrôle sur certaines choses et que ça vient un petit peu de là. Mais ça, je saurais pas te le... Et pour toi, le contrôle, c'était faire du volume? Ouais, c'était me dire, je suis capable d'encaisser X heures ou X kilomètres de sport dans la semaine. Ouais, je pense que j'avais besoin d'avoir un certain contrôle là-dessus. Et donc là, j'y travaille, j'essaie de m'en détacher et ça se passe pas trop mal. C'est passé par... Après, oui, peut-être que... je dis que je le fais que pour moi et tout. Non, forcément, on vit dans un monde 2.0 où voilà, je suis un petit peu exposée sur les réseaux sociaux, même si je suis de plus en plus détachée de ça et j'ai un compte Strava. Donc oui, si, forcément, il y a aussi ce truc de... Les gens voient ce chiffre-là. Et d'ailleurs, j'ai passé pendant quelques semaines mon compte Strava en privé. Ça m'a fait du bien, je pense. Ouais, ça m'a aidé pour me détacher de ces chiffres-là. Après, là, je l'ai remis en public et je m'en fous un peu que les gens voient ces chiffres-là.
Je l'ai remis en public parce qu'au final, c'est quand même, ça a des aspects négatifs, Strava et tous ces réseaux-là, mais ça a aussi des aspects positifs. Et c'est vrai qu'on me demande souvent mes parcours. Et là, récemment, j'ai fait des randos sympas ou des randos trail un peu sympas. Et bon, c'est quand même sympa de pouvoir partager certains parcours. Donc là, j'ai remis en public. Je sais pas si ça restera en public, si je le repasserai en privé. Mais t'es plus dans le partage d'expérience plutôt que dans l'étalage. Dans l'étalage du volume ou de la performance. L'étalage, c'est un peu péjoratif, mais. Oui, non, et c'était déjà pas comme ça avant, mais je pense qu'inconsciemment aussi, il y a quand même une petite pression mise par ça, mais c'est pas le truc principal en tout cas. Aujourd'hui, tu dirais que tu as un rapport avec le sport qui est plus apaisé ou tu y travailles encore? Je pense qu'il est vachement plus apaisé et qu'il y a encore des petites choses à travailler, Et je crois savoir que tu veux un peu diversifier. Ouais, et tu peux nous en parler? C'est une envie que j'ai depuis longtemps et c'est vrai que là, m'étant installée dans les Hautes-Alpes, je vais avoir de plus en plus l'occasion. Mais j'aimerais... L'hiver dernier, là, c'était mon premier hiver là-bas et bon, je faisais quand même encore pas mal la navette... entre Gap et Marseille et puis avec mon chien Peanut et bref, j'ai peu pris le temps. J'étais déjà bien occupée, mais cet hiver j'aimerais me mettre au ski de randonnée et voilà, varier mes sports de montagne, faire un peu plus, faire de la grimpe, des choses comme ça. Là, j'ai déjà commencé un peu à aller grimper en bloc. Voilà, varier un petit peu plus mes pratiques et je pense que ça me fera du bien. T'as réussi à intégrer une bande de potes, une communauté? Tu avais déjà des gens de là-bas ou... Je connais quelques personnes et là ça fait peu de temps que je commence à me pencher sur le sujet de me créer une vraie vie sociale là-bas. Parce que vraiment les premiers mois je descendais facile 2 week-ends par mois sur Marseille. Donc au final j'avais pas ce besoin, ce manque. Quand j'étais là-haut, j'étais déjà très occupée par la vie courante, quoi. Je voyais aussi beaucoup ma sœur, mon neveu, et du coup ça me manquait pas plus que ça. Et dans les premiers mois, j'ai pas trop cherché à me faire des amis là-haut. Et là, j'ai décidé d'être un peu moins présente, un peu moins redescendre à Marseille. Et effectivement, il est temps que j'ai un peu plus de contact là-haut. Et ça commence doucement, mais j'ai pas encore la belle bande de potes que j'ai ici, mais ça viendra. Puisque c'est quand même un podcast de trail, on va parler un petit peu de ça. Parce que c'est revendiqué. Tes objectifs pour les mois, les années à venir, t'as quelle approche du coup par rapport au trail ou voire à l'ultra trail? Tu te projettes un peu ou pas du tout? Alors un petit peu, mais pas forcément dans des dossards. J'ai des projets, mais c'est pas des projets avec dossards, mais c'est quand même des beaux projets. Parce que c'est vrai que j'aime autant, enfin je te disais, je fais beaucoup moins de dossards maintenant, mais j'aime beaucoup faire des choses aussi en off. À l'époque où on avait enregistré l'épisode, j'avais fait mon premier GR, j'avais fait le GR 70 avec ma copine Laura, plus connue sous le nom de Footrack. Et depuis, à l'été 2020, j'ai fait le tour du Kéra. Là au printemps, en 2021, j'ai rien fait parce que j'ai eu mon chien et que gros sujet, j'avais du mal gros sujet. Ouais, j'avais pas été capable de le laisser plus que les 3 jours où je suis partie faire la CCC. Mais été 2021, je me suis beaucoup consacrée à lui. Et là, du coup, je reprends un peu. Et donc, j'ai fait au printemps, j'ai fait le tour du Dévolu sur 2 jours. Là, je viens de faire le tour du Tabor. Donc voilà, j'aime bien les off aussi. Et donc, pour revenir sur ta question, j'ai mon projet en fait d'ici à 2-3 ans, ce serait de faire la traversée des Alpes, enfin de la partie française, depuis Thonon-les-Bains jusqu'à Menton. Ça fait quand même à peu près 600-700 km. On vient de sortir un épisode avec Sébastien Réchon qui a le record là, dans 2021. Génial. Il vient de sortir là. Trop bien. Voilà. Je l'ai pas écouté. Je l'ai pas encore écouté, mais je sais ce que je vais faire sur le retour. Donc voilà. Donc tu vois bien ce que c'est. Et du coup ça c'est mon objectif d'ici 2-3 ans. Mais je me laisse un peu le temps parce que c'est un truc qui est beaucoup fait chaque année par des randonneurs. Et en fait, c'est plus ou moins, c'est jamais facile de faire 600 km, mais la difficulté, c'est selon le nombre d'étapes que tu te fixes. Et j'ai pas encore décidé en combien de jours je voulais le faire, mais j'aimerais le faire vraiment sur un beau rythme, avec un bon nombre de kilomètres chaque jour. Donc je me laisse le temps de me sentir prête. Et donc j'aime bien avoir l'image que je chemine vers ça, en fait, et que là, tous les autres GR que je fais, je vais progressivement vers pour acquérir de l'expérience voilà. Aussi. J'engrange de l'expérience pour atteindre cet objectif-là et j'ai pas encore toutes les modalités. Est-ce que je vais le faire en dormant en refuge? Est-ce que je vais vouloir être encore plus autonome que ça en partant avec un petit bivy et en faisant vraiment des longues étapes?
Je suis pas encore sûre, mais voilà, je veux que le jour. Ça sera en mode trail quand même. Ouais, rando trail, Rando trail. voilà. Parce que je me suis rendu compte que, ouais, je dis rando trail ou rando, c'est, là, par exemple, j'ai fait le tour du Tabor le week-end dernier, j'ai très peu couru, mais tu peux quand même faire une grosse quarantaine ou voire 50 km dans une journée en courant un peu. Faut avoir un bon rythme de rando et tu trottines dans quelques descentes et au final, c'est pas beaucoup de la course, mais c'est pas non plus de la rando, c'est à mi-chemin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ouais, voilà, là mes objectifs, donc l'objectif à terme c'est ça. Et d'ici là, c'est faire plein d'autres GR et plein d'autres tours sur 3, 4, 5, 6 jours pour m'y préparer, ouais. Un petit retour sur ta CCC 2021. C'était chouette. J'étais censée la faire en 2020 déjà, et puis il y a eu ce qu'on sait. J'ai pas envie de piloguer sur ce machin-là. Donc voilà, c'était prévu en 2020, ça s'est fait en 2021, et ça s'est mieux passé que mon premier 100 km qu'on avait évoqué dans l'épisode précédent. Mais ça a pas été facile non plus, hein. Le 100 km, jusque-là, j'ai pas encore eu d'expérience où tout se passe comme sur des roulettes. J'ai quand même eu quelques difficultés, mais globalement, j'ai beaucoup aimé. Ça reste une très grosse course, mais une belle ambiance, ouais. Et de beaux paysages. Et ouais, j'ai quand même un petit peu galéré, mais j'ai passé une belle course. Ouais. Tu confirmes que c'est quelque chose de particulier, une des courses de l'UTMB, c'est quand même quelque chose à part? Ouais, en termes d'ambiance, que ce soit au départ, pendant la course, et puis passer l'Arche dans Cham, bon, même si moi pour le coup c'était au beau milieu de la nuit, il y avait malgré tout des gens, hein, c'est fou, hein. 3h, 4h du matin, t'as quand même toujours des gens. Ouais, c'est quand même une ambiance particulière. On a compris que tu as un peu bifurqué du dossard vers le off. C'est un peu le cas de beaucoup de gens, je pense, aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il y a un désamour des trailers et de la communauté du trail pour les dossards de manière générale? Tu le ressens toi aussi autour de toi? Je sais pas, ça dépend. Il y a vraiment quand même... c'est vrai que certaines personnes s'en détournent, mais il y a toujours un public, hein, pour les dossards. Je pense pas que ce soit antinomique, hein. Je pense qu'il y a des gens qui aiment faire les deux, mais c'est vrai que 2020 et la crise du Covid a quand même accéléré tout ça, en fait, du fait que les gens pouvaient plus prendre de dossards. Ils ont découvert les off et ils ont découvert que c'était chouette. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un désamour ou que les gens se détournent totalement des dossards. Il y a un souci quand même avec les taux d'inscription, les nombres d'inscriptions sur les courses. A priori, il y a beaucoup de courses qui souffrent, notamment en ultra. Ouais. A priori, ça se voit beaucoup. Et donc, toi, de ton côté, tu le sens pas particulièrement, quoi. Ouais, pas plus que ça, mais c'est vrai que si je prends mon exemple personnel, ouais, j'ai de plus en plus envie de faire des trucs sans dossard et de prendre un dossard une fois de temps en temps. Et tu saurais l'expliquer pourquoi? Est-ce que c'est un ras-le-bol des courses, des dossards, de cette peut-être cette pression aussi, ou est-ce que c'est vraiment plus une envie de liberté, d'être autonome? Ouais, moi de mon côté, c'est plus une envie de liberté, d'être autonome et j'aime bien en fait les choses sur plusieurs jours. D'où le fait que j'aime bien les trails à étapes aussi. Ça, c'est un genre de format qui m'attire toujours et c'est quand même différent entre quand tu pars seul. Bon si le soir tu dors en refuge, tu croises quand même des gens, etc. Mais sur un trail à étapes, il y a aussi quand même cette ambiance hyper particulière où tu revois les mêmes participants chaque jour. Donc c'est pas la même chose et j'aime bien les deux. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup moins cet aspect. Il y a aucune pression quand t'es en off. Après, je me mets pas non plus trop de pression sur les trails très longs, donc ouais, je saurais pas trop expliquer ce qui fait que les gens se... Ok. Un sujet qui tient beaucoup à cœur aussi, on l'a vu notamment dans ta communication sur les réseaux. Tu es beaucoup plus impliqué sur les sujets environnementaux, défense des animaux, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a fait que tu as entre guillemets accéléré cette partie-là de ta réflexion? Je pense que j'ai un peu plus aligné. En fait, j'avais déjà pas mal de convictions avant et j'osais peu en parler parce que forcément quand t'es exposé sur les réseaux, on t'attend beaucoup plus au tournant. Et il y a peut-être certains trucs sur lesquels je me sentais pas totalement alignée entre
sujets qui m'intéressaient déjà et ma façon d'agir à mon échelle. Et je pense que depuis 2020, je me suis vachement plus alignée sur certains... D'ailleurs, on en avait parlé dans notre premier épisode de ce sujet, un petit peu à la fin. Ouais, je me souviens plus exactement ce qu'on s'était dit. Ouais. Je me rappelle plus exactement ce qu'on s'était dit, mais c'est vrai que tu vois, à l'époque, je me rappelle, en 2019, j'ai pris l'avion pour la dernière fois. Et sur ça, j'étais pas totalement à l'aise avec... J'étais pas totalement à l'aise avec ce sujet, parce que voilà, ça m'arrivait encore, pas souvent, mais de prendre l'avion. Aujourd'hui, je le prends plus du tout. Ouais, il y a des sujets comme ça où j'étais pas totalement en phase, et maintenant je le suis beaucoup plus et j'ose plus. En fait, je me dis que c'est dommage de se priver de parler de ces sujets-là sous prétexte qu'on va forcément être critiqué, être attendu au tournant, alors que justement, quitte à avoir de la visibilité, et autant l'utiliser pour des choses... Tu veux t'en servir pour faire passer le message que tu veux faire passer, quoi. C'est ça, parce qu'à un moment je me suis demandé, mais est-ce que ça a du sens d'être encore présente sur les réseaux? Et je me suis dit, c'est dommage, j'ai une voix qui est un peu entendue, autant m'en servir pour ces choses-là, et puis après, le jour où... plutôt que de tout arrêter, ça aurait été dommage. A priori, t'as pas de retour trop négatif sur ces sujets-là, qui sont des sujets quand même assez touchy aujourd'hui? Pas de manière trop frontale, non. J'ai toujours les mêmes vieux boomers qui m'écrivent mais c'est bizarre, c'est des... Il y a 2-3 gars, parce que oui, ce sont des mecs qui me suivent et qui à chaque fois réagissent avec des réactions... C'est un peu réac, quoi, ouais. Mais ils continuent de me suivre et... C'est pas fait méchamment, mais ils vont toujours avoir la petite réaction où tu t'y attends, quoi, d'avoir ce genre de réflexion, et c'est même pas pour faire polémique. Enfin, ils me disent ça en off, tu vois, ça reste en privé, mais... T'essaies de les convaincre, toi? Franchement, il y en a 2-3, j'ai laissé tomber, hein. Ils me font rire. Je sais que je vais recevoir leurs messages à chaque fois que je prends la parole sur certains trucs. Et j'ai plus l'impression que c'est un gag qu'autre chose, mais ouais, non, des vraies grosses critiques et genre de façon frontale. Voilà, je sais pas ce qui peut se dire dans mon dos, mais de manière frontale, j'ai peu de réactions négatives, ouais. Est-ce que ça a un rapport, le fait que tu t'éloignes aussi un petit peu des courses, de cet aspect-là, écologie? Est-ce qu'il y a un lien entre l'impact écologique des courses et ta pratique, ta nouvelle pratique? C'est sûr que j'y réfléchis à 2 fois. Il y a notamment une course que j'avais prévue au calendrier en 2020. Ça s'est pas fait en 2020. Et au final, j'ai jamais voulu le faire. Finalement, c'est le marathon des sables au Maroc, que j'étais censée faire à la base. Et en fait, au bout d'un moment, c'est vrai que par certains aspects, cette course me faisait envie. Et par d'autres, je me suis rendu compte que c'était un peu la course qui était la plus aux antipodes de mes valeurs, clairement. Et du coup, même si c'est une course qui est mythique et qui peut faire rêver, j'ai décidé de pas prendre le départ. Et aujourd'hui, je sais que je ferai pas plus de courses de ce type-là, quoi. Donc, toi, t'as un peu la façon de penser de Xavier Thévenard, qui est de dire je prendrai plus jamais l'avion. Tu te sens pas un peu c'est déjà très courageux, parce que moi je pense pas être capable de prendre ce genre de décisions qui sont quand même impactantes pour notre vie, hein. Enfin impactantes pour ce qu'on a envie de faire, tout du moins. Toi t'as vraiment cette approche là, c'est tout à ton honneur. T'as pas l'impression de te priver un petit peu d'expérience ou non, tu vois pas comme ça? Je trouve pas ça si courageux ni si difficile que ça, hein. En fait, il y a même pas 10% de la population planétaire qui a l'occasion de prendre l'avion une fois dans sa vie. Et non, j'ai pas l'impression de me priver, parce que rien que quand tu regardes ce qu'on a la possibilité de faire en France et en Europe, enfin dans les Alpes, dans les Pyrénées, avant d'avoir fait le tour, j'aurais pas le temps dans toute une vie, donc non, j'ai pas du tout ce sentiment de privation. Il y a vraiment des choses hyper belles, hyper proches qui me font envie. Alors bien sûr, oui, non, quand tu regardes plus loin, oui, il y a des treks qui ont l'air magnifiques à l'autre bout du monde, hein, mais j'y pense pas plus que ça. Il y a tellement de choses qui me font envie proches d'ici que je le vis pas mal du tout, non. D'accord, très bien. Bon, merci pour ce retour d'expérience. Lisa, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup? C'est une question un peu ouverte, tu sais que j'aime bien les questions ouvertes comme ça. De continuer de me régaler dans ce que je fais, de continuer de m'épanouir en montagne et... Ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu me souhaites? Moi je te souhaite d'être la plus heureuse et la plus épanouie possible, et que tu puisses continuer à trouver un épanouissement par rapport à ta pratique sportive aussi, ça je pense que c'est le plus important.
Je me trompe? Ouais, ça me semble être un bel objectif quand même. Bon. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer? Tu veux faire passer un petit message, réinsister sur quelque chose en particulier? J'ai pas réfléchi en amont. Bah non, on n'a pas préparé. Alors là, du coup, on a vraiment rien préparé. comme je le disais, les épisodes hors sentier, en règle générale, je prépare beaucoup moins que les premières fois où je reçois les invités. Donc là, c'est vrai que c'est un peu un freestyle. Je t'ai laissé un peu de temps pour réfléchir. Ouais, mais là, j'ai pas de... T'as pas de sujet particulier. Bon, en tout cas, Lisa, merci énormément d'avoir pris un petit peu de temps pour revenir nous parler au micro, et c'était très sympa. On a parlé des sujets très importants, hein, comme le surmenage sportif, le syndrome REDES aussi. Ouais. Et on te souhaite tout le meilleur pour la suite, et puis à très vite. Merci beaucoup. Allez, bye, salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié ce moment d'échange et je remercie Lisa pour toute la transparence qu'elle a mis dans cet échange. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook, Instagram à Let's Try le Podcast. Vous pouvez également me suivre personnellement sur Facebook, Instagram ou LinkedIn, voire Strava à Nicolas Guilleneuf. Si vous souhaitez aider le podcast et faire en sorte qu'il grandisse et que la communauté s'agrandisse, c'est bien deux choses. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, parler du projet autour de vous. Les meilleures recettes sont les plus anciennes. Donc n'hésitez pas à parler autour de vous du LTP. C'est ce qui aidera le projet à grandir et à grandir encore. Merci de tout cœur d'être aussi fidèle et de faire en sorte que le LTP soit devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je vous remercie de tout cœur et puis n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut! Thank you.